Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous présenter aujourd'hui la nouvelle version de Il Granello Podcast, disponible en audio mais aussi en vidéo. Depuis 2020, je vous embarque dans un voyage où la mode, le design, l'écologie, les enjeux de société et la cause des femmes se rencontrent. Après 4 ans, j'ai pris une pause pour réfléchir à comment faire évoluer mon podcast. Je voulais que ça change. Et pour ce faire, j'ai réalisé un questionnaire, je me suis posé plein de questions et j'en ai beaucoup parlé autour de moi. Mes amis et mes proches ont été précieux, aussi pour le côté technique. Et un d'entre eux m'a même mis à disposition le morceau de son groupe, les Addicts d'Ameba, qui est désormais le jingle d'intro des nouveaux épisodes que vous écoutez d'ailleurs en sous-fond maintenant. Finalement, j'ai compris que le but reste de kiffer, parce que j'adore ce projet et j'y crois énormément. Et donc, je veux continuer à dénicher et ensuite vous partager les histoires de personnes incroyables et inspirantes que je croise sur mon chemin, toujours en discutant avec eux dans leur langue maternelle, que ce soit l'italien, le français ou l'anglais. Et pour commencer, après un été de sport et des JO à Paris, j'ai décidé d'inaugurer cette nouvelle saison avec Lilou Ruel, champion du monde de parcours, freerunning, et aussi un rôle modèle capable de montrer que les femmes ont toute leur place dans ce sport urbain. À seulement 21 ans, Lilou est la plus jeune Granello jamais interviewée, mais elle a les idées très claires, elle sait où elle va, et alors, sans plus attendre, voici ma conversation avec elle. Salut Lilou, ça fait un petit moment qu'on essaye de se connecter. Ce n'est vraiment pas facile de se lancer dans la vidéo plus audio en même temps, mais merci pour ton temps et pour ta patience. C'était laborieux. Oui, tout à fait. Mais on va y arriver. Et alors, est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Lilou Ruel, j'ai 21 ans. Je suis athlète professionnelle de parcours freerunning, championne du monde, et je suis pas mal active aussi sur les réseaux sociaux en parallèle d'une carrière de cascade. Génial. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, alors, est-ce que tu peux me raconter un peu, tu me l'as déjà dit quand on s'est rencontrés à Paris, et justement, tu sortais d'un tournage de parcours aux Halles. Est-ce que tu peux me raconter un tout petit peu comment tu es arrivée là? En fait, tu es toute jeune, mais tu es quand même déjà champion du monde. Donc, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur quelle est, oui, ton histoire? Alors, ça a commencé très tôt, hein. J'ai commencé le parcours à l'âge de 9 ans et demi, grâce à mon voisin. Donc, à l'époque, c'était un sport très peu développé. Donc, je suis rentrée dans ce monde-là, un monde très masculin. Donc, j'ai été entraînée que par des gars, mais je me suis sentie tout de suite très bien. Donc, je m'entraînais beaucoup. C'était vraiment, je suis tombée dans ce sport, enfin, vraiment un coup de foudre incroyable pour cette pratique sportive. Donc, je me suis entraînée, j'ai gagné du niveau, j'ai commencé les compétitions, j'ai commencé à poster sur les réseaux sociaux. Et puis petit à petit, le truc a pris. J'ai commencé à faire des tournages pour des marques. J'ai commencé à remporter des compétitions. J'ai commencé cette fameuse école de cascade. Donc voilà, ça a été vraiment petit à petit. Et puis là, j'arrive à un stade où je peux vraiment en vivre et c'est magique. Bien sûr. Bah, après, pour toi, c'est peut-être évident qu'est-ce que c'est le parcours, le freerunning, mais est-ce que, en fait, tu peux un peu expliquer déjà qu'est-ce que c'est et surtout quelles sont les valeurs, pourquoi tu l'aimes autant et pourquoi tu en as fait un choix de vie, parce que tu m'as dit justement que tu n'as quand même pas poursuivi tes études pour te dédier complètement à ça. Ouais, bah alors, le parcours et le freerunning, c'est une pratique sportive, mais au-delà de ça, en fait, pour moi, vraiment, c'est devenu une façon de vivre, une manière d'être. Au-delà d'être un sport, déjà, il y a des valeurs incroyables. C'est une liberté immense. Je m'entraîne où je veux, quand je veux, avec qui je veux. Je m'habille comme je veux. Euh, je peux créer des mouvements. Je peux vraiment me créer un univers autour de ce sport-là. Et voilà, au-delà de ça, je peux l'incorporer dans tellement de choses.
dans des tournages pour des films, dans des marques pour des vêtements, pour des lieux. Je peux le pratiquer vraiment dans plein de sphères différentes. Donc ça, c'est juste artistiquement, esthétiquement, ça nous permet de réaliser des choses incroyables. Donc c'est pour ça que j'aime autant le parcours. Et je suis aussi très intéressée par tout ce qui est toute forme d'art finalement. Et je pense qu'il y a vraiment un truc à faire entre l'art et cette pratique hyper esthétique. C'est esthétique, mais à la fois, tu me disais, l'origine là de ce sport est quand même assez populaire. Est-ce que tu peux m'en dire plus un peu où il est né, pourquoi, voilà, enfin, comment il a évolué et tout ça? Ouais, le parcours, c'est né dans les banlieues parisiennes, notamment principalement à Évry. C'est né dans les années 80, ouais, 80, 90. C'est les jeunes qui voulaient un peu, qui voulaient s'amuser autrement, qui se rejoignaient entre potes et qui allaient sauter de toit en toit pour se libérer un peu de leur quotidien parfois compliqué. Donc ouais, c'est un sport hyper populaire qui vient des banlieues et qui s'est progressivement étalé en France et maintenant qui est partout dans le monde. Donc c'est génial et ça pour moi je fais un peu la comparaison au skate quoi parce que c'est vraiment un sport de rue qui est devenu mondialement connu et maintenant le skate est au JO et tout le monde sait ce que c'est un skateur quoi. Ah oui, complètement. Mm. Et d'ailleurs, le parcours n'était pas officiellement au JO, mais on sait très bien que toi, tu y étais. C'est vrai? Ouais, alors j'aurais jamais pensé être au JO aussitôt, mais j'ai participé aux Jeux Olympiques de Paris d'une manière que ouais, j'aurais jamais imaginé et d'une manière assez insolite. Donc non pas en tant qu'athlète, mais en tant que personnage masqué qui a porté la flamme. Donc encore une fois, à 21 ans de vivre ça, c'était juste incroyable. Alors, t'étais quoi? Comment on appelle ce personnage-là en français? Alors, il a plusieurs noms, mais celui qui est resté, c'est le porteur de flammes masqué, Ok. donc qui ressemblait fortement au personnage d'Assassin's Creed. Voilà. Donc, cette grosse capuche, un costume un peu ouais, de ninja, donc qu'on a vu parcourir les toits et sauter un peu partout lors des différentes cérémonies des JO. Et donc, j'étais parmi les 9 personnes sous ce costume. Parce que Voilà. les gens ne le savent pas, mais voilà, vous étiez bien neuf. Et, Ouais. et est-ce que tu peux me raconter un peu plus comment t'es arrivé à faire ça, d'où ça sort, comment t'as eu voilà, l'appel de Thomas Joly pour faire cette énorme expérience? Alors, donc, c'est pas Thomas Joly qui m'a appelé directement, c'est Vincent Zenzel, qui est un autre chorégraphe, parce que Thomas Joly travaille avec d'autres chorégraphes. Donc, Vincent avait comme job de mettre en euh, comment dire, de Recruter? mettre ouais, de mettre en place ce personnage et toute l'histoire de ce personnage à travers les cérémonies. Donc, il nous a appelés, nous, les 9 au téléphone. Moi, Vincent, je le connaissais déjà. J'ai toujours voulu travailler avec lui. Donc, quand j'ai reçu son appel, j'étais bien sûr trop, trop contente. En revanche, tout ce qui tournait autour des JO et notamment des cérémonies, c'était extrêmement confidentiel. Il y avait des NDA de fous à signer. Enfin, c'était vraiment très réglo, très carré. Donc Vincent nous appelle en juin et il nous dit finalement pas grand-chose à part que est-ce que vous êtes dispo en juillet pour un job euh, pour les JO mais à part ça, on n'en sait pas vraiment pour quel personnage. On ne sait pas si on sera plusieurs. Donc c'est très très flou. Mais on se doute que c'est pour la cérémonie d'ouverture et on se doute que ça va être un truc de dingue. Donc on dit oui, quoi. Waouh! Et donc, enfin, Ouais.
Après, enfin oui, tu as eu l'appel, disons, la news, enfin sans savoir vraiment de quoi il s'agissait. Et à quel moment t'as été, enfin t'étais allé sur place, t'as compris ce que tu devais faire? Bah, ça a été assez progressif jusqu'à la cérémonie d'ouverture. Je suis allée une première fois à Paris pour faire l'essayage du costume. Donc, c'est là que j'ai découvert ce costume incroyable, vraiment somptueux. Je l'ai essayé. Donc là, j'ai compris que, ok, on allait jouer un personnage hyper cool, hyper stylé. Et ensuite, on a appris qu'on allait avoir des jours de répétition une semaine avant. Et c'est lors des jours de répétition qu'on découvre notre lieu, déjà où on va faire notre prestation. On découvre le chemin qu'on va devoir parcourir. On découvre le temps qu'on aura à l'écran. Donc moi, j'avais à peu près 15 secondes pour la cérémonie d'ouverture. Et puis, il y a tout ce travail de chercher qu'est-ce qui est possible de faire avec le costume. On découvre aussi qu'est-ce que ça fait de bouger avec la flamme, parce que ça aussi, c'est quelque chose que bah, nous, quand on pratique, on n'a jamais quelque chose dans la main. Et là, on se retrouve avec un énorme tube qui fait, je sais pas, peut-être 60-70 centimètres, je sais pas du tout, hein, mais quelque chose d'énorme, lourd, où il y a des flammes qui vont sortir. Donc, pareil, il faut s'adapter à ça. Faut s'adapter à tous les figurants qui sont autour de nous, tous les danseurs. Moi, il y avait énormément de personnes autour de moi, donc comment me mouvoir à travers tout ça. Donc voilà, c'était vraiment un travail de recherche et un peu d'improvisation avec toute l'équipe, et c'était génial. Oui, complètement, parce que toi, tu étais enfin, au long de la scène avec aussi, Ouais, enfin, c'est toi qui donnais aux enfants, c'est ça? ouais, j'étais à l'île Saint-Louis, donc avec des centaines de danseurs et de figurants. Et c'était justement les enfants qu'on voit au début qui me donnaient cette flamme. Et ensuite, moi, j'allais donner ce symbole des JO vraiment hyper important, parce que la flamme, on s'en rend peut-être pas compte, mais c'est vraiment un symbole et un objet que très, très, très peu de personnes peuvent toucher, peuvent voir en vrai. Et il y avait une telle sécurité autour de cette flamme, c'était assez impressionnant. Et donc, je devais donner ce symbole à la suite aux 8 autres ninjas pour qu'ils aillent se déplacer dans tout Paris pour la cérémonie. En l'amenant. Et d'ailleurs, ça, du coup, les autres ninjas, comment tu les appelles, tu les connaissais déjà? C'est un petit monde, j'imagine. Ouais, c'est un petit monde, le monde du parcours. Donc oui, on se connaissait tous. Donc au-delà d'être une opportunité de dingue, ça a vraiment été un travail d'équipe et un travail entre potes, quoi. Donc encore une fois, trop, trop bien. Et du coup, qui sont ces gens? Est-ce que ce sont les mêmes avec qui tout le monde dira plus après, mais avec qui tu te balades enfin, autour du monde pour faire de parcours ou c'était juste, voilà, des connaissances pas si proches? Oui, alors il y en a avec qui je me suis beaucoup entraînée. Il y en a de Suisse, donc je suis déjà allée en Suisse pour m'entraîner avec eux. Et puis on échange vachement sur les réseaux sociaux. Dès qu'il y en a un qui sort une vidéo ou un mouvement assez complexe, bah on le félicite. Enfin, c'est vraiment la définition même du parcours, c'est que dans le parcours, on est vraiment tous potes et il n'y a pas du tout de compétition. On est vraiment juste là pour partager notre passion, se donner des conseils et juste kiffer ensemble. Et ouais, enfin, ça me dérangerait pas de partir à l'autre bout du monde avec ces gars et de s'entraîner pendant 2 semaines, quoi. Wow, génial. Parce Mm. que ouais, tu m'as raconté que toi, ton kiff, en gros, c'est voilà, de aller dans une ville comme Londres ou Tokyo. Et en fait, voilà, enfin, comment ça se passe un peu tes aventures? Enfin, comment, en fait, quand on a quelqu'un qui fait du parcours, on trouve les spots, on commence à s'entraîner. Comment ça se passe, en fait? C'est tellement différent.
En fait, ouais, c'est ce que je disais au début, c'est cette liberté nous permet voilà, d'aller dans une ville, de découvrir une ville, et au-delà de faire du tourisme comme la plupart des gens feraient, eh ben nous, en fait, on va aller chercher des spots, aller chercher des infrastructures qui nous plaisent pour réaliser nos mouvements, pour tenter des figures, réaliser des enchaînements, des lines. Et en fait, la ville, l'urbanisme devient vraiment un terrain de jeu pour nous. C'est là qu'on analyse tout, on essaie de trouver le spot le plus adéquat pour ce qu'on veut faire. Donc on découvre la ville sous un autre angle et c'est génial. Et d'ailleurs, c'est aussi un peu grâce à ça, disons, que tu avais été repéré par Red Bull il y a quelques ans, ou bien parce que tu avais gagné quelque chose, je ne sais plus quelle est l'histoire. Est-ce que tu peux m'en dire plus de d'où en fait c'est sorti un peu ta fame, disons? Bah, la fame, comme je disais avant, elle est montée au fur et à mesure. Et c'est pas vraiment un truc qui m'a fait gagner d'un coup 200 000 abonnés. Ça a été ça a été assez, j'ai pas le mot, mais Évolutif, disons. ouais, évolutif. Après Red Bull, ça faisait des années qu'on était en contact. Des années que je rêvais de ce sponsor-là, parce qu'en parcours, même dans les sports extrêmes, il n'y a pas mieux, il faut le dire. Red Bull, c'est le top du top. Donc ça faisait des années et des années que je rêvais de ça. Et en mai 2022, j'ai réalisé un saut, le saut du Manpower, donc un saut typique et mythique de la scène du parcours, qui se trouve à Évry, justement, donc là où le parcours est né. C'est un saut qui a été connu grâce à un film Banlieue 13 dans les années 2000, en 2000, qui avait été réalisé par David Bell. Donc depuis ce film, il a été réalisé par tous les plus grands noms du parcours. Et 20 ans après, aucune femme ne l'avait jamais tenté, parce qu'on ne savait pas tout simplement si c'était physiquement possible pour une femme de sauter cette distance et d'encaisser dans les cuisses. Et du coup, en mai 2021, je me suis dit, Lilou, c'est ton prochain objectif, tu vas être la première femme à le faire. Donc, après un an de préparation physique, mentale, beaucoup de doutes, je l'ai réalisé en mai 2022. Et je pense que c'est à partir de là que Red Bull a dit, bon, on la suivait déjà pas mal, mais là, il faut vraiment qu'on la sponsorise. Et donc, décembre 2022, j'étais officiellement sponsorisée Red Bull. Donc, ça a marqué un cap dans mon évolution, ouais, ça c'est sûr. Complètement. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux me rappeler la taille du truc, enfin l'ampleur? C'est beaucoup de mètres de haut et aussi de largeur, je crois. Alors, c'est entre deux toits. Donc, il y a 16 mètres de vide. Donc, c'est un saut mortel. Il y a 4,50 m de distance et 4,50 m à peu près de hauteur. Donc, c'est un saut assez énorme. Et il ne faut pas se tromper, sinon t'es fini, malheureusement. Ah ouais, hein. J'avoue, je risque avec le feu quand même un peu. Mais voilà, je suis pas du tout tête brûlée, je me suis rarement blessée et je l'ai fait seulement parce que j'étais sûre à 99,9999% d'y arriver, quoi. Ok. Et d'ailleurs, je trouve ça intéressant parce que tu me disais qu'en fait, dans ce sport, il y a beaucoup de physique, mais aussi beaucoup de mental. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, je t'ai découvert en lisant l'article sur Red Bull. Et c'était ça qui m'avait marqué plus que tout chez toi, c'était le fait que dans cet article que je lisais d'ailleurs dans une situation assez improbable, dans une salle d'attente de médecins, où tu m'avais motivé avec ton histoire de cet épisode dont je voudrais bien que tu me racontes mieux, où c'est le mental et ton coach aussi qui t'a sauvé, entre guillemets, et qui t'a même permis d'atteindre un objectif assez important. Ouais, oui, donc pour remettre dans le contexte,
forcément, le mental, hein, ça joue énormément. Et plus je me renseigne sur ça, plus je me rends compte que c'est peut-être plus important que le physique finalement, parce que ça dicte tout ce que tu fais. C'est ça qui te donne toute la confiance pour réaliser ce que tu fais. C'est vraiment un outil. Si tu arrives à gérer ton mental, c'est là que tu vas pulvériser tous tes records. Tu vas devenir vraiment le meilleur athlète que tu puisses être. Donc, il y a 2 ans à peu près, je me fais accompagner d'un coach mental. Ça faisait longtemps que je voulais l'être et là, je suis tombée sur la bonne personne. Donc, qui m'accompagne et me donne des outils que je travaille ensuite, moi, de mon côté. Et il s'avère que j'ai découvert vraiment le pouvoir du mental lors d'une compétition où je me suis fait opérer 2 semaines avant cette compétition. Donc, opération qui veut dire que je peux pas du tout m'entraîner les 2 semaines avant la compétition. Et avec mon coach, on décide si je peux pas m'entraîner physiquement, je vais m'entraîner mentalement, ce qui veut dire je vais visualiser mes entraînements comme si je les faisais, mais juste dans ma tête. Parce que en fait, il s'avère que le cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu imagines et ce que tu fais réellement. Donc, si tu t'imagines faire 50 squats sautés, et ben, ton corps va croire que tu fais 50 squats sautés. Donc, forcément, tu vas pas gagner de la masse musculaire comme si tu travaillais réellement, mais dans le sens où ton corps travaille quand même si tu arrives à visualiser suffisamment. Donc, pendant 2 semaines, je me suis visualisée en train de m'entraîner pour cette compétition. Et je me suis visualisée en train de la gagner, en train de porter ce trophée. Donc, 2 semaines de préparation, j'arrive en Espagne. Je peux toujours m'entraîner. J'analyse le parcours, je continue mes visualisations et vient le jour de la compétition où je me rends compte qu'en fait, j'ai absolument pas perdu de niveau et je me trouve encore plus dynamique et encore plus puissante que 2 semaines avant finalement. Donc, les qualifs se passent bien, les demi-finales se passent bien. Arrivée en finale, je défonce tout et en fait, je gagne la première place face à des filles qui ont un niveau de dingue. Donc, je remporte une compétition à laquelle je n'ai pas pu m'entraîner pendant 2 semaines grâce à, je pense vraiment, cette visualisation que j'ai fait juste avant, quoi. Incroyable. Et du coup, est-ce que tu peux me partager quelques-uns de ces conseils un peu magiques, disons, du coach pour entraîner le mental? Enfin, je pense que ça peut s'appliquer pas qu'au parcours, mais dans plein de choses. Ouais, bien sûr. Bah, alors, c'est très personnel, hein. Ça dépend. Il y a des outils qui marcheront plus sur des gens, d'autres plus sur d'autres personnes. Moi, je sais que la visualisation marche très bien, mais de toute façon, tous les athlètes utilisent la visualisation. Le plus important là-dedans, c'est de visualiser au mieux, c'est-à-dire que tous les détails comptent. Il faut visualiser à la même vitesse. Il faut visualiser à la première personne, donc comment tu vois toi et pas à la troisième personne où tu t'imagines le faire. Donc, tu visualises première personne, tu imagines les couleurs, le toucher. Si je veux faire un salto arrière, je m'imagine pousser dans mes jambes, mes pieds qui partent du sol, la réception, comment mes pieds vont retoucher le sol. Tous les détails comptent énormément. Les bruits extérieurs qu'il y a. Donc, plus tu vas visualiser avec les détails, plus la visualisation marche, en fait. Ok. Donc voilà, au-delà de la visualisation, tu as bien sûr la méditation pour maîtriser tes émotions, pour être beaucoup plus calme, beaucoup plus dans le moment présent. Hyper important lors d'une préparation de compétition ou même dans les entraînements. Donc beaucoup de méditation, j'essaye tous les jours, mais c'est compliqué. Beaucoup d'exercices de respiration aussi, bien sûr, parce que la respiration, c'est
tellement plus important que ce qu'on croit. Il y a plein de types de respiration différentes selon les problèmes que tu as. Si tu veux d'un coup te calmer, si d'un coup tu as un gros niveau de stress, il y a des exercices de respiration pour calmer ça. Donc voilà, je dirais que c'est 3 techniques que j'utilise le plus, mais il y en a encore plein d'autres, quoi. Ok, hyper intéressant quand même, hein. C'est assez dingue. Enfin, surtout en voyant le résultat que ça peut donner, ça donne envie de pratiquer, quoi. Et, euh, et là, en fait, quelle est un peu la suite? Tu m'as parlé des Ouais. épisodes au début. Et qu'est-ce que tu vois pour la suite? Et aussi, euh, quel est le parcours, entre guillemets, de quelqu'un qui pratique ce sport? J'imagine que tu peux pas le faire jusqu'à 50 ans ou 80. Donc, quelle est un peu ta vision court terme, mais aussi long terme? Je trouve ça dommage de penser aussi long terme parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent arriver que moi, je prends pas mon énergie pour imaginer ce que je serais dans 15 ans. Je pourrais sûrement plus pratiquer comme je pratique en ce moment, ça c'est sûr, parce que le corps, il prend quand même très cher. Après, il n'y a pas vraiment d'études sur à quel âge tu peux encore pratiquer le parcours, hein. Il y a des cascadeurs encore à 40 ans qui pratiquent leur métier. Euh, mais en tout cas, on verra ce que la vie me réserve pour dans 10 ans, 15 ans, même 5 ans. Dans 5 ans, je sais absolument pas ce que je ferai. En tout cas, court terme, suis, je suis persuadée qu'il y a des opportunités hyper variées qui vont m'arriver. Je suis de moins en moins dans cet aspect compétition, même si participer à une ou deux parties par-là, c'est quand même un kiff. Mais j'essaie de plus me focaliser sur tout l'aspect artistique, sur création de vidéos pour des marques, collaboration avec des lieux, des, des personnes, des réalisateurs, des photographes, euh, même jouer dans des films. Au-delà de faire de la cascade, j'aimerais beaucoup pouvoir peut-être avoir mon propre rôle à moi et pouvoir faire mes propres cascades. Ça, ce serait un petit rêve. Peut-être créer ma marque de vêtements, euh, des marques de luxe, augmenter bien sûr mon contenu sur les réseaux sociaux pour inspirer et toucher encore plus de personnes. Voilà, je pense que je, je peux même pas imaginer, je pense, tout ce qui va encore m'arriver parce que le parcours, ça engendre tellement d'opportunités variées et incroyables que j'attends de voir, quoi. Tout à fait. Et là, j'ai une question surprise que je vais dire, que je vais te poser. C'est en fait ma nièce qui m'a beaucoup aidée avec mon podcast. Elle est un peu ma petite voix qui me aide. Et du coup, je lui ai dit, est-ce que tu as une question? Et elle m'a dit, comme elle a 18 ans, finalement, elle n'est pas si beaucoup plus jeune que toi. Elle me disait, mais est-ce qu'en fait, ça lui manque pas de vivre, mener une vie un peu normale, entre guillemets, genre d'aller à la fac, peut-être, voilà, être stable, avoir des copains, copines, je sais pas, avec qui boire des verres tout le temps et pas faire le tour du monde. Est-ce que c'est comme ça ou pas? Alors, ça a été comme ça. Pour la petite anecdote, quand j'ai eu mon bac, j'ai décidé de faire une année de césure pour voir comment ça allait, pour voyager et puis sûrement reprendre les études après. Donc j'ai fait cette année de césure et ça a été un moment assez compliqué. Peut-être ça a été ma seule déprime dans ma vie, c'était à ce moment-là où je me suis rendu compte que là les grandes vacances sont passées. On est en septembre. Toutes mes potes partent en études supérieures, en fac, à l'université. Et moi, je suis là, à la maison. Je peux me lever à n'importe quelle heure. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Et j'ai eu beaucoup de mal à être autonome et seule face. Et j'ai eu tellement de mal que je me suis inscrite à la fac avec ma meilleure pote pour rester dans ce cadre scolaire et pouvoir me dire, bah, là, ce matin, je dois me lever à 8 heures pour aller à la fac.
Donc, je suis allée à la fac avec ma meilleure pote, une fac que je détestais. J'y suis allée 2 mois. Et puis, au bout de 2 mois, je me suis dit, mais Lilou, qu'est-ce que tu fais? C'est pas du tout pour toi. Maintenant, tu vas travailler sur toi et tu vas juste kiffer ta vie et vivre de ta passion. Et à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai eu toutes les opportunités et que j'ai vu qu'en fait, je m'ennuyais jamais et que faut juste, faut juste travailler sur une discipline. Ouais, faut créer des habitudes, faut créer un quotidien différent finalement. Mais l'humain s'adapte à tout et je me suis adaptée à ça. Mais ça a été très compliqué. Et pour répondre à ta question, actuellement, j'ai pas du tout de mal parce que le parcours, c'est loin d'être toute ma vie. J'ai encore des amis de collège, de primaire avec qui je suis très proche. Je bois des coups tout le temps avec des potes qui n'ont rien à voir avec le parcours. Je suis très proche de ma famille, donc on fait des choses qui n'ont rien à voir avec cet univers-là. Donc ça me permet de rester vraiment terre à terre et voilà, de pas partir, de pas changer et de rester qui je suis et de prendre aussi du temps pour moi, quoi. C'est Voilà. très mûr quand même pour avoir ton âge. Et est-ce que tu as une mission, en fait? Enfin, tu fais du parcours, pourquoi? À part pour le kiff, que j'ai bien compris. Euh, Beaucoup de choses, hein. De un, parce que ça me fait vivre. Pas vivre dans le sens je gagne de l'argent, mais ça me fait vivre. C'est ça qui me procure le plus de sensations, qui me quand je suis en entraînement, je me sens tellement vivante, tellement, tellement vivante. Euh, Puis au-delà de ça, quand je reçois des messages de petites filles ou d'adultes qui me disent mais Lilou, merci pour ce que tu fais, merci de poster des vidéos aussi inspirantes sur tes comptes, sur tes réseaux sociaux. Continue de nous faire rêver, continue de nous inspirer. Ou des mamans qui me disent mes enfants ont commencé le parcours grâce à toi. Là, je me dis là en fait finalement je crois que j'ai réussi d'inspirer les gens et de changer, de les rendre un peu plus heureux. Je crois qu'il y a plus beau dans la vie, quoi. Bien sûr, surtout parce que j'imagine le parcours est un peu historiquement assez connoté comme un sport masculin, Ouais, alors que c'est tout ça. part. Et grâce aux réseaux sociaux, c'est ça, grâce aux réseaux sociaux, maintenant, il y a de plus en plus de filles, de femmes qui postent leurs progrès, qui postent tout le bonheur que pratiquer du parcours, ça leur procure finalement. Et c'est là que on voit l'évolution des femmes dans le sport. Il est tellement important. Tu compares le nombre de femmes maintenant il y a 10 ans, je sais pas, ça a peut-être, je sais même pas. Mais l'évolution est dingue et ça fait trop plaisir. C'est génial. Complètement. Trop bien. Bah, j'ai hâte du coup de voir la suite. Et maintenant, donc, on arrive un peu à la conclusion de cette conversation. Et du coup, je vais te poser les questions Granello, qui sont donc des questions auxquelles il faut répondre comme ça, tout de suite, sans pas trop penser. OK? Ok, Ah, allez. une ville. Une ville. Euh, oh la vache, Paris. OK. Une chanson. Euh, Ah, c'est dur. Oui, je sais, en fait, ça a l'air simple, mais ce n'est pas tellement. Ouais, c'est Ah, très dur. faut juste se lancer. Là, en ce moment, je dirais Billie Eilish, Chihiro. J'aime trop. Un livre. Euh, L'élégance du hérisson. Trop bien. Un film. Babylone. Une action quotidienne qui te fait sentir bien. La méditation.
Une marque de mode. Yves Saint Laurent, parce que son dernier défilé était dingue. Trop bien. Et enfin, pour conclure, un moto. Moto, j'en ai plein. Vas-y, ça peut être une, hein, si tu veux. Comme ça, chacun s'inspire. Sur ma boîte d'AirPods, j'en ai une, il y a écrit Escape the Ordinary, donc échappe à l'ordinaire, parce que j'ai tendance à croire que c'est comme ça que tu t'es vraiment toi-même, et quand tu arrêtes de te comparer aux autres et vouloir ressembler aux autres, c'est là que tu brilles le plus. Donc ouais, échapper à l'ordinaire. Mais j'en ai plein. J'ai une liste entière sur mon téléphone de citations qui m'inspirent. Non, mais je crois que celle-ci, elle résume bien ta personnalité et ce que tu fais. Donc, c'est top. Bon, merci beaucoup, Lilou. Vraiment, merci pour t'être prêtée au jeu de la vidéo, ce qui n'était pas évident. Mais j'espère que ça va rendre bien en post-montage. Et à très bientôt pour des nouvelles aventures. On va tous te suivre donc sur Instagram, @LilouRoel, c'est ça? Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi, bonne journée, bon week-end. Et merci à toutes et à tous pour avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Il Granello, mais aussi à suivre et liker le podcast sur toutes les plateformes habituelles d'audio comme Spotify, Apple Podcast ou même SoundCloud. Alors je vous dis à très très bientôt. Ciao!